Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va porter sur la notion de minimi pour l'analyse des résidus de produits phytosanitaires dans les vins. Pour cela, nous serons deux intervenants. Tout d'abord, Mathieu Dubernay, que certains d'entre vous connaissent déjà. Il est en effet PDG des laboratoires Dubernay à Narbonne, directeur général du laboratoire Dionos-Rhône à Orange, président de l'association Unilabo, membre de la délégation française de l'OIV, donc expert OIV, et également expert près des tribunaux. Il possède donc une grande expérience et expertise en matière d'analyse, notamment en matière d'analyse de résidus dans les vins. Le deuxième intervenant, ou je devrais plutôt dire intervenante, eh bien c'est moi-même. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Magali Grimbaum, je suis responsable à l'IFEV, donc Institut français de la vigne et du vin, des projets de recherche et expérimentation relatifs aux résidus de produits phytosanitaires dans les vins. Je suis basée à Orange, à l'Institut Rhodanien, un institut qui regroupe tous les acteurs techniques des vins de la vallée du Rhône. Donc, ça fait maintenant quelques années que je travaille sur cette thématique des résidus à l'IFEV. Je ne vous dirai pas combien exactement, mais ça fait plusieurs décennies, on va dire. Je possède donc une petite expérience en la matière et j'ai pu notamment assister au fil du temps aux diverses évolutions, qu'elles soient réglementaires ou techniques. Alors, les travaux de recherche à l'IFEV sur cette thématique portent aujourd'hui essentiellement sur la réduction des résidus dans les vins ou sur une meilleure gestion de ces résidus. Et un certain nombre d'expérimentations sont menées depuis quelques années pour répondre à cet objectif. Alors, du fait de notre travail en réseau, eh bien, nous menons des projets sur plusieurs régions en partenariat avec divers organismes techniques, comme on peut citer les chambres d'agriculture, des interprofessions, des caves coopératives ou particulières partenaires et pour les projets, on va dire, qui sont plus axés sur les vins bio, des organismes comme Sud Vin Bio en Occitanie ou le syndicat des vins bio de Nouvelle-Aquitaine. J'ai vu dans la liste des inscrits qu'ils étaient présents aujourd'hui, donc je les salue par ailleurs. Alors, j'ai vu également qu'il y avait certaines personnes d'entre vous qui sont présentes aujourd'hui qui ont déjà assisté aux formations sur la gestion des résidus dans les vins que l'IFEV propose dans le cadre d'IFEV Service. Donc, je vous salue également. Et puis, je sais que donc, vous avez déjà entendu parler de cette notion puisque je l'aborde généralement toujours dans mes formations. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif, eh bien, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que sont les minimi, eh bien, de vous expliquer la notion, de vous présenter le principe, l'objectif de ces minimi, comment nous avons été amenés à réfléchir à cette notion et à ce nouveau critère analytique. Et pour ceux qui en ont déjà entendu parler ou avec lesquels nous avons déjà échangé sur le sujet, eh bien, il s'agit de clarifier cette notion encore, de bien l'expliquer, à quoi ça sert et répondre bien sûr à vos questions si possible sur le sujet. Alors, la présentation se fera en deux temps. Tout d'abord, Mathieu Dubernay qui vous présentera le contexte à la fois sociétal, technique, analytique, l'état des lieux, le constat qui nous a amené à proposer ces minimi. Et ensuite, je reprendrai la parole et je poursuivrai la présentation en vous expliquant un petit peu plus la démarche, le raisonnement suivi, la méthode utilisée qui est basée à la fois sur des données analytiques, mais également beaucoup sur de l'expertise. Je terminerai en vous donnant quelques exemples concrets pour illustrer mes propos. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mathieu Dubernay. Donc Mathieu, c'est à toi. Hop. Merci Magali. Bonjour à tous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc pour commencer cette introduction sur les minimis, tout d'abord ouvrir un constat que nous faisons parfois par dépit, mais dans lequel nous voyons que le débat sur les résidus de produits phytosanitaires dans les vins est aujourd'hui un débat qui a pris un niveau
assez lourd en termes de difficultés de communication, d'une certaine forme d'hystérisation du débat, dans lequel finalement tout le monde souffre. D'un côté, des vignerons qui recherchent finalement à se faire comprendre qu'il est important de protéger un vignoble, que toute culture, toute agriculture, depuis l'aube des temps, se fait en protégeant autant que possible une culture de ravageurs. C'est dans les fondamentaux de toute agriculture, qu'elle soit. Et d'un autre côté, un consommateur qui, dans un sentiment de défiance qui est le sien et que l'on comprend et que l'on analyse parfaitement, souhaite voir des produits dans lesquels il va retrouver une forme de pureté, une forme de qualité environnementale. Et Dieu sait si le vin est un reflet de son environnement, à la fois à travers cette notion de terroir, mais aussi effectivement à travers cette notion de résidus phytosanitaires. Le constat effectivement qu'aujourd'hui, la communication est extrêmement difficile et pourtant, Magali, suivante. Et pourtant, la situation dans les vins que nous décrivons de mieux en mieux parce que les analyses de résidus phytosanitaires par un certain nombre de laboratoires en France et à l'étranger, mais en France est une analyse qui se démocratise de plus en plus et pour lesquelles les volumes analytiques sont de plus en plus nombreux. Nous sommes aujourd'hui capables de comprendre, d'analyser et de caractériser avec des bases de données beaucoup plus précises la situation qui est loin d'être une situation catastrophique. Tout d'abord, le nombre de résidus dans les vins est d'une façon générale faible, voire très faible, et il y a même hors bio beaucoup de vins qui ne contiennent pas de résidus décelables. Et lorsqu'il y a des résidus, c'est souvent, hélas, toujours un peu les mêmes molécules que l'on qualifie de molécules traçantes, que l'on identifie de mieux en mieux et sur lesquelles il existe effectivement des leviers pour faire en sorte qu'on en retrouve de moins en moins. Ces connaissances nous permettent d'aller effectivement dans un schéma de réduction. Et cette réduction est tout à fait tangible puisque en une vingtaine d'années, les moyennes sur les données dont nous disposons montrent que les réductions sur certaines molécules qui sont les plus présentes sont des réductions drastiques de facteurs de 2 à 5 au moins. Et donc la situation est une situation d'amélioration très forte dans un contexte aussi où les performances analytiques s'élèvent de plus en plus puisque les limites de quantification des méthodes descendent et le nombre de molécules que nous sommes capables de retrouver augmente fortement. Donc la surveillance est largement plus poussée aujourd'hui que ce qu'elle ne pouvait être il n'y a serait-ce que 10 ans. Et pourtant, même dans cette situation, il y a effectivement une difficulté à bien répondre et bien se faire entendre auprès du consommateur. Il y a effectivement aujourd'hui auprès de la consommation une demande qui va assez loin et qui fait fi finalement de toutes les limites réglementaires et des limites maximales de résidus qui sont pourtant applicables et qui sont les limites légales, mais qui font que les consommateurs demandent d'une certaine façon au vin une pureté presque absolue, ce qui fait aussi le succès du bio, hein, c'est évident, même si le bio n'est pas dans sa construction originelle une garantie absolue. Dans les résultats, effectivement, ce sont des vins qui ont des niveaux faibles, voire absents de résidus, mais il y a effectivement une volonté de répondre à du zéro. On ne veut pas de résidus. Et nous avons à la fois des pistes très importantes de réduction de résidus en conventionnel comme en bio, à la fois au vignoble ou également en œnologie. Mais il se pose une question, c'est que le zéro analytique, ça n'existe pas. On ne peut pas,
en tant que laboratoire, dire c'est 0. On pourra dire c'est inférieur à une limite de quantification, mais on ne pourra jamais dire 0. Pourquoi? Parce que le 0 n'existe pas pour des raisons qui intuitivement se comprennent bien, mais aussi des raisons qui sont tout à fait montrées dans ce graphique, c'est que lorsque l'on modélise une erreur de mesure, cette erreur elle tend vers l'infini lorsque la concentration tend vers 0. C'est quelque chose qui illustre d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler la mémoire de l'eau. Et donc, les laboratoires que nous sommes avons finalement une certaine difficulté pour répondre convenablement à une attente à la fois des consommateurs, mais aussi des producteurs, pour dire à un moment donné, c'est 0. L'autre difficulté, c'est que les techniques analytiques, comme on le disait il y a un instant, évoluent et s'améliorent considérablement. 50 ans à peu près entre ces deux photographies et un facteur de près de 10 000 dans la résolution analytique que l'on peut avoir. Ceci nous amène finalement à un entonnoir sans fin sur notre capacité à déceler des teneurs toujours et encore plus faibles, et à tel point qu'il y a un moment donné où se pose la question, tout simplement, est-ce que la teneur que moi, en tant qu'analyste, je retrouve le cas échéant, est une teneur qui signifie quelque chose? Et quand on se pose la question, on se rend compte que de plus en plus, les réponses sont non. On retrouve des choses qui ne sont pas nécessairement justifiées parce que telles molécules n'ont pas été utilisées au vignoble ou ce sont des vins bio. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des résultats dont on ne peut pas interpréter la signification parce que c'est des teneurs extrêmement faibles qui sont plutôt liées à des effets environnementaux dont Magali vous parlera tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où nous devons établir finalement un niveau qui va dire là, nous ne pouvons plus rien dire, il faut s'arrêter de vouloir interpréter. Même si nos capacités analytiques pourront continuer, nous devons arrêter de vouloir interpréter des résultats qui n'ont plus aucun sens. Et c'est ce qu'on appelle le minimis. Donc ce minimis existe déjà finalement, même si on n'a jamais bien utilisé ce terme, mais on le connaît dans d'autres exemples. Le plus simple et finalement le plus connu, c'est celui des vins sans sulfite. Il y a toujours des sulfites dans les vins, puisque de toute façon, les levures de fermentation produisent forcément des sulfites, naturellement, mais produisent des sulfites. Aujourd'hui, pour qu'un vin soit reconnu sans sulfite, on a dit qu'en dessous de 10 mg par litre de SO2 total, les vins étaient sans sulfite. C'est un minimis. On n'a pas utilisé le terme minimis à ce moment-là, mais c'est un minimis. De la même façon, pour certains composés allergènes, on utilise cette notion de minimis déjà depuis un certain nombre d'années. Un autre exemple, c'est aujourd'hui le contrôle des vins bio en France se fait sur des valeurs de résidus basses qui sont de 10 microgrammes par litre, qui ont été définies par les organismes de certification eux-mêmes. Et finalement, ça correspond à une certaine forme de minimis qui ne dit pas son nom, mais qui fait office de minimis. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette notion, il faut bien dire qu'on ne définira pas des minimis sur toute molécule et de n'importe quelle façon. Tout d'abord, un minimis ne pourra être défini qu'en l'absence de tout effet toxico ou légal sur un composé considéré, ou si de telles limites existent, le minimis sera défini très en dessous de ces limites toxicologiques et ou légales. C'est un point essentiel et un message très important que nous souhaitons faire passer, c'est que le minimis n'est pas une question de droit ou une question de santé. On se situe très en dessous des zones où ce type de débat existe. C'est une question d'experts analystes, c'est-à-dire
d'analystes qui savent ce qu'ils analysent, qui ont une expérience très forte, qui ont des bases de données, qui connaissent le terrain, qui connaissent en l'occurrence le vin. Et ce sont des valeurs sur lesquelles ces experts vont considérer que les résultats qu'ils obtiennent ne veulent plus rien dire, ils ne sont plus signifiants. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas confondre les minimis et les limites de quantification des méthodes. Alors, une limite de quantification, qu'est-ce que c'est? Une limite de quantification, c'est le moment où une méthode d'analyse, quand elle descend sur des valeurs très basses, se met à décrocher. On n'est plus capable d'avoir une quantification très précise du résultat. Et donc, c'est une limite de quantification. La première tentation est de se dire, ben, j'ai une limite de quantification sur une méthode, je vais établir le minimis sur cette limite de quantification. Et là, il y a un piège. Il y a un piège parce qu'on l'a dit il y a quelques instants, ces limites de quantification évoluent et progressent et diminuent sans cesse avec les progrès analytiques. Et si on cale les minimis sur des limites de quantification, on va vouloir aller toujours plus bas pour interpréter des résultats qui signifieront toujours toujours rien. Hein, et moins que rien, c'est toujours rien. Donc c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Le deuxième cas de figure, finalement, entre le minimis et la limite de quantification serait illustré de la façon suivante. J'ai une situation où des minimis, même s'ils ne portent pas ce terme-là, ont été définis. Et par exemple, c'est le cas plus ou moins aujourd'hui dans les vins bio. Et le laboratoire va se dire, ben, je vais mettre ma limite de quantification au niveau des minimis. Parce qu'effectivement, à un moment donné, une limite de quantification peut être définie, non pas de façon absolue, mais un laboratoire peut ajuster sa limite de quantification. Là, il y a aussi une situation qui nous paraît assez périlleuse, parce que si on relève artificiellement une limite de quantification, il y aura toujours un laboratoire qui aura une limite de quantification plus basse et qui va, dans ce cas-là, déterminer des choses qui auront été, d'une certaine façon, ignorées par les premiers laboratoires. Cette situation est arrivée il n'y a pas très longtemps sur des vins bio qui ont été certifiés en France, hein, avec un seuil de 10 microgrammes, et qui se sont retrouvés dans un pays à l'exportation. Et dans ce pays, une analyse a été faite avec une valeur de limite de quantification plus faible, et le lot a été rejeté par ce pays, puisqu'ils ont trouvé quelques résidus très très faibles. Hein, on reste dans du bio, c'est-à-dire c'est insignifiant, mais il y a eu effectivement à ce moment-là une difficulté. Ce type de situation nous semble effectivement comporter des problèmes importants, et c'est cette situation aujourd'hui qui domine actuellement en France et d'une façon générale en Europe. Et donc le troisième cas de figure qui serait, à notre avis, plus équilibré grâce à une utilisation rationnelle des minimis, c'est qu'à partir du moment où un minimis consensuel est établi, les limites de quantification pouvant évoluer, les minimis, eux, forment d'une certaine façon un niveau relativement stable d'interprétation minimale d'un résultat. Et il est de cette façon découplé, déconnecté d'une limite de quantification, ce qui permet de garantir une constance dans l'interprétation, ce qui est un point essentiel sur un sujet comme les résidus phytosanitaires. Alors, je répète, je résume, je synthétise ce que nous venons de dire. Ces minimis se situent nécessairement bien en dessous de tout seuil réglementaire ou toxicologique. Ce n'est pas une question de droit ou de santé. Le minimis, par contre, nécessite un consensus large et raisonnable entre les experts analystes, et le minimis est de la compétence de ces experts analystes. Ces minimis peuvent être mis à jour en fonction de certains progrès analytiques et de connaissances nouvelles. Hein. Il ne s'agit pas non plus de les figer définitivement. Et quand un laboratoire utilise des minimis, s'il a validé une limite de quantification qui est inférieure au minimis, qui est une condition indispensable
pour pouvoir faire sérieusement une analyse, le résultat analytique pourra être annoncé inférieur à minimis dans ce cas-là. Et donc, ces minimis, finalement, sont là pour répondre aujourd'hui à nos besoins, et je reviens à ce que nous disions en introduction, aux besoins de cohérence et de communication, finalement, entre les différents acteurs de la filière et entre la filière et la consommation. Tout d'abord, il y a besoin de minimis pour certains contrôles de certification, comme les vins bio. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des minimis sont utilisés, d'ailleurs, sans même que ce terme soit consacré, mais c'est de cela dont il s'agit. Il y a aujourd'hui aussi une demande donc de ces vins avec, enfin, de produits d'une façon générale agricoles certifiés sans résidus. On comprend bien que c'est un sujet très intéressant parce qu'il répond de façon directe à une attente, à une aspiration des consommateurs. Et le vin est en train de rentrer dans cette logique-là, ce qui est tout à fait cohérent. Par contre, pour que ce soit cohérent, il faut être capable de gérer un zéro analytique. Ce zéro analytique ne peut pas être géré avec une limite de quantification qui ne sera pas la même d'un laboratoire à l'autre. Ça sera géré que proprement avec effectivement des minimis qui seront une forme de zéro qui permettront effectivement de répondre de façon propre, cohérente et reproductible à cette aspiration du vin dit sans résidus. Il y a besoin également de répondre à ces réductions de résidus qui sont présentes dans beaucoup de cahiers des charges et de plus en plus qui mettent en avant entre les acheteurs et les producteurs au niveau des professionnels des critères d'absence ou de réduction de résidus. C'est devenu en l'espace de 2 ou 3 ans un sujet qui est au cœur de beaucoup de cahiers des charges et c'est très intéressant. Et puis enfin, remarquons une chose, c'est que en l'absence d'une capacité à un moment donné de dire zéro, une analyse de résidus phytosanitaires ne peut pas former un critère environnemental satisfaisant. Si par contre il y a un résidu qui permet d'atteindre un objectif pour les producteurs, il y a là dans ce cas-là une capacité à progresser et une capacité à faire en sorte que une analyse de résidus phytosanitaires devienne de façon très efficace un outil d'amélioration pour les producteurs, un outil d'amélioration pour l'environnement et un outil d'amélioration pour les consommateurs parce que c'est ça qui est essentiel. Merci Mathieu pour ces explications qui permettent, j'espère, d'y voir un peu plus clair et de comprendre un peu mieux cette notion. J'enchaîne donc pour vous présenter. Voilà. Alors, les minimis, comment ont-ils été définis? Eh bien, donc, après avoir fait le constat que vient de présenter Mathieu, eh bien, il a été décidé dès 2019 de mettre en place un groupe de travail composé essentiellement de laboratoires d'analyse de résidus français et coordonné par l'IFEV. Le but de ce groupe de travail était avant tout de mettre en commun les données synthétisées de chacun. Alors, par données synthétisées, il s'agit des valeurs mini, maxi, moyennes, fréquence de détection, qui étaient observées dans les vins sur un ou plusieurs millésimes, selon les cas, et pour les molécules, bien sûr, analysées par chacun. Alors, dès le début, nous avons acté qu'il était nécessaire que ces données restent confidentielles et donc ne soient pas divulguées. Et donc, nous avons mis en place, donc, chaque membre a signé un accord de confidentialité pour préserver ces données. Alors, par la suite, nous avons comparé toutes ces données entre elles et expertisé ces données molécule par molécule pour aboutir sur une proposition de première version de Minimi, donc dans le but de permettre une interprétation harmonisée d'un résultat extrêmement faible dans les vins.
Alors, la mise en commun de ces différentes données donc, a permis de créer une base de données comprenant un total d'environ 220 molécules. Ces données étaient de deux types de données. Il y avait des données qui étaient ce que j'ai appelé issues des plans de surveillance ou données internes des laboratoires partenaires, et donc, pour lesquels nous n'avons pas la connaissance de ce qui a été appliqué à la vigne. Alors, ces données sont très importantes car elles permettent de faire un état des lieux des molécules retrouvées dans les vins, des molécules, du nombre de molécules retrouvées dans les vins également, et également donc du nombre de vins contenant des résidus. Donc c'est des informations qui sont très très précieuses, mais elles ne permettent pas de savoir pourquoi telle ou telle molécule a été ou n'a pas été retrouvée, puisque nous n'avons pas la connaissance de son application ou pas à la vigne. Nous ne savons pas si elle n'a pas été retrouvée parce qu'elle n'a pas été appliquée, ou si elle n'a pas été retrouvée parce qu'appliquée tôt, ou encore appliquée tard, mais dans des vins qui sont issus d'assemblage, il y aurait eu dilution. Voilà, on n'a pas toute cette information. En revanche, l'intérêt aussi de ces données qui étaient intéressantes de récupérer dans le cadre du groupe, c'était qu'il y avait un grand nombre de données puisque un grand nombre d'analyses sont réalisées chaque année par les laboratoires. Et dans le cadre de ce groupe de travail, eh bien, c'est un total d'environ 10 000 données qui a été récupérées. Alors, les deuxièmes types de données, ce sont des données issues des résultats d'expérimentation dans le cadre de projets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour lesquels, là, nous avons la traçabilité complète et parfaite de la vigne à la bouteille, puisque nous avons réalisé toutes les opérations en conditions maîtrisées, que ce soit les traitements, la récolte et les vinifications. Alors, ces données sont également précieuses puisqu'elles nous permettent d'avoir une connaissance parfaite du comportement de chaque molécule en fonction, bien sûr, de sa date d'application, de la date de récolte, mais également pendant la vinification et selon le type de vinification. Ça permet également de voir le côté capacité à transférer de la molécule et également de calculer les taux de transfert. Ces données permettent aussi de savoir si une molécule peut être retrouvée dans les vins alors qu'elle n'a pas été appliquée, puisque nous avons la connaissance parfaite du calendrier. Et donc, ça donne une information sur le possible bruit de fond. Je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. En revanche, donc, pour ces données issues des résultats d'expérimentation, eh bien, il y en a un petit peu moins du fait que les molécules qui sont étudiées sont moins, on va dire, moins nombreuses. Et donc, il y a moins d'analyses de réaliser. Alors, la confrontation de ces deux types de données a permis d'établir les minimis. Alors là, je vous ai donné quelques exemples des données issues des résultats d'expérimentation qui ont permis d'aboutir à ces minimis. Alors, le but aujourd'hui n'est absolument pas de détailler les résultats de ces expérimentations qui ont déjà été plusieurs fois présentés ou même pour certains publiés. Mais le but est de vous expliquer la démarche retenue, la mise en commun et la confrontation à la fois des données issues des plans de surveillance et des laboratoires avec ceux de nos résultats d'expérimentation menés en conditions maîtrisées pour aboutir donc à cette première version de Minimi. Alors, par exemple, dans le cadre de cette étude-là qui est que vous voyez à l'écran, nous avons travaillé sur l'étude de l'impact des itinéraires viticoles et œnologiques sur les résidus dans les vins, sur plusieurs régions, plusieurs millésimes, plusieurs types de vinification et pour un certain nombre de molécules. Alors, sur les 53 molécules, par exemple, qui ont été appliquées dans le cadre de ces essais, alors hors cuivre et soufre, eh bien, il y en a un certain nombre, donc une vingtaine là dans le cadre de cette étude, qui n'ont jamais été retrouvées, quel que soit l'itinéraire étudié. Et il y en a 33 qui ont été retrouvées, dont 4 systématiquement retrouvées dans les itinéraires où elles avaient été appliquées. Pour les 29 autres, c'était variable en fonction des itinéraires. Dans certains cas, on les retrouvait, dans certains autres cas, non. Alors,
Un autre type d'expérimentation que nous menons dans le cadre de tous nos essais là, que nous menons, que je vous expliquais tout à l'heure, ce sont les données que nous avons au cours de la vinification. Et donc là, je vous ai donné un exemple. Alors, c'est une étude qui n'est, pour celle-là, pour le coup, qui n'est pas encore publiée, puisqu'elle est en cours, mais elle permet d'avoir des informations sur le comportement de molécules récentes, puisqu'à chaque fois, on essaye de mettre à jour notre base de données avec des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Et là, on voit, par exemple, pour les 4 molécules que vous voyez à l'écran, là, eh bien, ce sont des molécules qu'on peut qualifier de non traçantes, puisqu'on voit qu'elles se concentrent sur les parties solides. Alors, pour la vinification en rosé ici, vous voyez que dans le vin rosé, au final, il n'y a plus de quantification de ces molécules, alors qu'au départ, dans le raisin, nous avons nous-mêmes appliqué les molécules. Hein, donc, nous savons que la molécule a forcément été appliquée sur le terrain. Il y en avait dans le raisin au départ, mais on en retrouve encore dans les bourbes et dans les lies, mais pas dans le vin rosé. Et pour le vin rouge, c'est la même chose. On voit que ça se concentre dans le marc ou dans les lies, mais que dans le vin, au final, il n'y a plus de quantification. Donc tout ça pour dire que pour ces molécules, par exemple, que je vous ai donné un exemple là, mais il y en a d'autres, ça nous permet d'avoir une connaissance vraiment sur le comportement de la molécule, des molécules pendant la vinification et de pouvoir savoir si c'est des molécules qu'on va pouvoir retrouver dans les vins ou pas. Alors, autre point que je voulais aborder, c'est le cas particulier des molécules que nous avons appelées sujettes à bruit de fond. Alors, en effet, certaines molécules ont été identifiées par le groupe de travail comme étant sujettes à bruit de fond. C'est le terme, en fait, que nous avons choisi pour décrire les substances actives dont la présence dans les vins à l'état de trace n'est pas exclusivement expliquée par une application au vignoble. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si leur présence dans les vins est la plupart du temps ou bien souvent liée à une ou plusieurs applications à la vigne, hein, c'est sûr, elles peuvent aussi, quelquefois, être retrouvées dans les vins à des concentrations très faibles, alors qu'elles n'ont pourtant jamais été utilisées dans l'exploitation. Alors, les explications suspectées sont diverses et elles sont de plusieurs ordres. Il y a des contaminations qu'on suspecte liées à l'utilisation de produits phytosanitaires, mais des contaminations fortuites, c'est-à-dire liées plutôt à une pollution, une rémanence, une pollution environnementale, une dérive, une accumulation ou une contamination croisée à la vigne ou à la cave. Et enfin, il y a des contaminations qui ne sont pas liées à l'origine, dont l'origine n'est pas liée à une application phytosanitaire. Et dans ces cas, on parlera plutôt, alors il y a plusieurs cas en fonction des molécules, mais la plupart du temps, ça peut être lié, par exemple, je vous ai donné quelques exemples là, des applications d'engrais, ou à des pollutions dues à du matériel de cuverie, ou encore à des produits qui peuvent être utilisés au cours de la fermentation. Alors, je vous ai donné quelques exemples là pour illustrer donc ces propos de molécules sujettes à bruit de fond, donc qui ont été identifiées sujettes à bruit de fond. Donc, les deux principales ici qui apparaissent à l'écran, ce sont des molécules qui ne sont pas vraiment des molécules phytosanitaires à proprement parler, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas pulvérisées directement sur la vigne. Ce sont des métabolites qui sont, d'un point de vue réglementaire, considérés comme des résidus, hein, puisque ce sont des molécules qui sont incluses dans la définition du résidu et donc qui entrent dans la composition de la LMR. Mais ce sont des métabolites. Alors, le premier, c'est le phtalimide. Alors, le phtalimide, c'est le métabolite du folpel anti-mildiou utilisé en vigne, et qui est retrouvé régulièrement dans les vins issus de raisins traités avec du folpel. Alors, régulièrement, mais pas systématiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des résidus, mais quand on en a, ça peut aller jusqu'à 1 mg litre. Mais également, ce qu'on constate, et que c'est des choses qu'on constate dans tous nos projets et dans tous les essais qu'on a pu mener, c'est qu'il peut aussi être présent dans des vins issus de raisins pour lesquels il n'y a pas eu d'application de folpel, y compris des vins bio. Et donc, les bruits de fond, ce qu'on appelait le bruit de fond, hein, pour expliquer ça, il peut aller jusqu'à 0,04 mg litre. Alors, l'acide phosphonique, c'est un autre cas particulier et c'est aussi un métabolite. Alors, lui, c'est un métabolite de ce que l'on appelle les phosphonates, hein, c'est-à-dire phoséthyl d'aluminium, mais également disodium phosphonate ou phosphonate de potassium.
Et lui, eh bien, il est également présent dans les vins. Alors, souvent présent dans les vins, on a une fréquence de l'ordre de 76-80% dans les raisins, des vins issus de raisins traités. Les teneurs, eh bien, elles peuvent être faibles. Alors, quand je dis faible, c'est de l'ordre de moins de 5 mg litre, on va dire, s'il est appliqué autour de la fleur ou s'il y a peu d'application. Mais ça peut aller à des teneurs qui peuvent dépasser les 50 mg litre, sachant que la LMR est à 100. Si dans le calendrier de traitement, il y a un cumul de plusieurs phosphonates et s'il y a plusieurs traitements avec ces molécules. Alors, le cas particulier de cette molécule, c'est que comme pour le phtalimide, et je dirais même plus que pour le phtalimide, parce que c'est la molécule la plus souvent retrouvée, eh bien, on la retrouve aussi régulièrement dans des vins issus de raisins pour lesquels il n'y a pas eu du tout d'application de phosphonate, y compris dans les vins bio. Et le bruit de fond dans ce qu'elle a constaté pour ces molécules-là, cette molécule d'acide phosphonique, il peut aller jusqu'à 2 mg litre. Alors, compte tenu de ces informations, eh bien, les minimi proposés pour ces deux molécules ont été ceux qui sont notés à l'écran là, c'est-à-dire 2 mg litre pour l'acide phosphonique et 0,040 mg litre pour le phtalimide. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que pour des concentrations qui seront retrouvées en dessous de ces minimi, pour ces deux molécules, eh bien, le groupe de travail a estimé qu'on n'était pas en mesure de faire la différence entre une présence due à un traitement, par exemple très tôt avant fleur pour l'acide phosphonique, ou une contamination fortuite, une rémanence dans l'environnement, une dérive, une contamination croisée, ou encore une contamination autre que phytosanitaire, puisqu'on sait que parmi les hypothèses envisagées, eh bien, pour l'acide phosphonique, certains engrais peuvent donner de l'acide phosphonique et pour le phtalimide, eh bien, on soupçonne fortement des matériaux en matière plastique. Donc, compte tenu de ces informations, eh bien, les minimi proposés pour ces deux molécules sont 2 mg et 0,040 mg. Ça, je l'ai déjà dit, donc je passe à la suite. Deux autres exemples de molécules qu'on a identifiées comme étant sujettes à bruit de fond. Alors, ce sont des molécules particulières aussi parce qu'elles ont été très utilisées sur vigne quand elles étaient autorisées, mais elles ne sont plus autorisées actuellement. Il s'agit de l'oxadixyle et de la carbendazime. Alors, l'oxadixyle, pour la petite histoire, certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'en dans les années 2010, oui, c'est ça, des traces d'oxadixyle avaient été retrouvées dans des vins français de millésime 2005 et 2007 par les services du TTB. Alors, le TTB, c'est l'Alcohol Tobacco Tax and Trade Bureau. Alors, je m'excuse pour mon accent, mais en gros, c'est l'organisme de contrôle américain chargé d'effectuer les prélèvements par sondage au hasard sur les vins exportés aux USA. Or, il se trouve que l'oxadixyle est une molécule qui a été interdite en France depuis 2003 et qu'elle n'a jamais été autorisée aux USA, ce qui signifie pour eux qu'il y a une tolérance zéro, y compris dans les vieux millésimes. Alors, ce problème avec l'oxadixyle, alors le problème, c'était d'une part que le TTB avait à l'époque une limite de quantification qui était déjà à 0,001 mg litre, ce qui a permis d'identifier des teneurs de l'ordre de 0,003, 0,004. C'était des teneurs très faibles, inférieures à 0,005. Et donc, ce problème avec l'oxadixyle a mis en évidence à la fois un problème plus général sur les molécules qui étaient autorisées en Europe et non autorisées aux USA et qui ne possédaient pas d'import-tolérance, mais il a aussi mis en évidence la rémanence très importante de cette molécule dans le vignoble, puisqu'on pouvait encore la retrouver 3 voire 4 ans après son interdiction. Alors, par la suite, nous en avons encore retrouvé en ce qui concerne nos plans de surveillance dans certains vins du millésime 2012, et nous avons essayé d'identifier ces sources d'oxadixyle en travaillant sur plusieurs hypothèses, sur des relargages de vieux foudres, par exemple, sur de l'apport par de l'eau, sur des filtres, puisque certains vins présentaient de l'oxadixyle après filtration, qui auraient été mal nettoyés. Et en fait, tout ça n'a pas abouti, on n'a pas réussi à avoir d'explication sur ces teneurs en oxadixyle qui apparaissaient alors que la molécule n'est plus autorisée. Pour la carbendazime, c'est un peu le même cas. C'est une molécule qui a été longtemps utilisée en tant
Et donc, c'est une molécule donc, qui est retrouvée régulièrement encore dans des vins actuellement, toujours de nos jours, à des teneurs inférieures à 0,005 mg/litre. Mais ce qu'on sait pour le carbendazime, c'est qu'elle peut également provenir de la dégradation du thiophonate de méthyle qui, lui, est autorisé en vigne. Donc, d'ailleurs, à ce niveau, parce que ça peut être un produit de dégradation du thiophonate de méthyle, la LMR de la carbendazime est de 0,3 mg/litre, alors que pour les molécules interdites, comme l'oxadixyle, c'est une valeur par défaut de 0,01 mg/litre. Alors là aussi, compte tenu de toutes ces informations qui ont été présentées, nous avons décidé de proposer des minimis pour ces deux molécules à la hauteur de 0,005 mg/litre parce que des teneurs non expliquées pouvaient être retrouvées dans les vins en dessous de ces valeurs. Alors, je terminerai en disant que il faut rester. Donc, cette première version de Minimi publiée correspond à l'état actuel des connaissances donc du groupe de travail qui a mis en commun ces données, mais que ces connaissances, elles sont évolutives, bien sûr. On est toujours à la merci à nouveau d'un progrès analytique ou de connaissances nouvelles. J'ai cité tout à l'heure l'acide phosphonique et le phtalimide. Si on a à un moment donné, on a pas mal de projets en cours pour essayer d'identifier les origines de ces molécules inexpliquées. Et donc, si à un moment donné, on arrive à avoir l'explication, eh bien, il est certain que les minimis seront revus et remis à jour. Donc, il faut savoir que cette liste est évolutive et qu'elle n'est pas figée, elle sera remise à jour. Il y a déjà d'ailleurs une version 2 en cours qui sera prochainement revue. Et donc, pour finir, je reprécise juste que la note, il y a une note, si vous voulez en savoir un peu plus, parce que là, on est pris par le temps, il y a une note donc, qui détaille tout ça sur le site de l'IFEV qui est téléchargeable, donc, et vous pouvez la télécharger et la consulter directement sur le site. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de poser maintenant vos questions, si vous en avez. Merci à tous. Bonjour, je suis Régis Caillot de l'IFV, je suis le modérateur pour les questions. Alors, quelques-uns d'entre vous ont posé déjà des questions. Magali et Mathieu, je vais donc vous les poser. Une des personnes dit qu'effectivement, on retrouve de plus en plus maintenant de produits à base de phosphonates dans les vins, parce qu'effectivement, on a remplacé, on n'utilise plus de CMR. Mais du coup, dit-il, est-ce qu'on aura de plus en plus de vins avec ces résidus de phosphonates et qu'est-ce qu'il faut faire alors si on a de plus en plus de phosphonates dans les vins? Alors, oui, c'est vrai que les phosphonates, c'est un petit peu le problème actuellement parce que quand on veut faire des vins sans résidus, on ne sait pas faire des vins sans phosphonates du tout. C'est pour ça qu'on a proposé une valeur de minimi qui est à 2 mg/litre alors que la limite de quantification, elle est beaucoup plus faible. Hein. Parce que en fait, les phosphonates, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, c'est devenu maintenant une analyse qu'on peut faire en routine, un petit peu comme pour les analyses multirésidus, alors que par le passé, c'était pas forcément des molécules qui étaient recherchées quand on faisait une analyse de résidus. Donc, c'est pour ça aussi qu'on en trouve plus qu'avant. Et puis, le problème, il est que tant qu'on n'aura pas trouvé... alors, on a beaucoup actuellement de projets en cours sur le sujet. On a des projets à la fois avec les partenaires bio, puisqu'on a ce même problème en bio. Hein. Il y a le problème en conventionnel, mais il y a le problème en bio. Alors, en conventionnel, je dirais que le problème, il est pas très grave parce que la LMR, elle est à 100 mg litre, enfin 100 mg kilo. Et que c'est vraiment très, très rare que, enfin, on a, à ma connaissance, jamais atteint ces niveaux-là. Par contre, si on veut répondre à un label vin sans résidus, c'est sûr qu'on est concerné avec les phosphonates puisque on va trouver forcément quelques traces de résidus de phosphonates. Alors, le tout, c'est de voir si on peut limiter ces phosphonates en dessous de 2 mg litres dans les vins, sachant que si on a un programme de traitement ou un grand nombre de phosphonates, et notamment, je sais que
Certains sont autorisés en biocontrôle, donc il est certain qu'on va avoir de plus en plus de calendriers avec des phosphonates. On risque de se retrouver avec des valeurs en phosphonates assez conséquentes de toute façon. Alors, en général, c'est très très rare qu'on dépasse quand même les 5 mg litres dans les vins, mais c'est sûr que plus on traite avec des phosphonates différents, c'est-à-dire si on a un programme qui comprend du disodium phosphonate, du phosphonate de potassium et du phoséthyl, et bien à chaque fois on va cumuler, parce que tous se transforment en acide phosphonique ou acide phosphoreux, hein, c'est la même chose. Et donc ce cumul-là fait qu'on se retrouve avec des concentrations qui peuvent être chaque fois augmentées. Donc voilà. Alors soit on choisit, alors c'est vrai que les phosphonates, ça peut être aussi un choix de décider de faire des vins sans résidus hors phosphonate. Moi, c'est un petit peu ce que je conseille parce que c'est difficile de pouvoir répondre à tout. Alors, je ne sais pas si Mathieu, tu as d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Non, tu es très complète. Bon, Magali, il y a beaucoup de questions là qui sont posées, donc on est obligé de faire des choix et de regrouper les questions. J'ai une petite série de questions qui concerne justement les minimis, et c'est à partir de quand et comment seront notés ces minimis sur les bulletins d'analyse? Alors, disons que pour l'instant, donc ce qu'on disait, c'est que pour l'instant, ce sont des propositions qui sont faites au laboratoire. Donc chaque laboratoire peut ou ne pas l'utiliser, c'est pas une obligation. Je vais peut-être laisser la parole à Mathieu Dubernay parce que je pense que eux ont déjà commencé à les intégrer dans leur bulletin d'analyse. Alors, effectivement, c'est une réponse large et puis qui fait écho peut-être avec d'autres questions sur la partie réglementaire. Bon, aujourd'hui, il faut être très précis et très clair. La démarche de minimis relève d'une démarche privée, chapeautée et animée par l'Institut français de la vigne et du vin, mais qui relève d'une démarche de scientifique. Elle est aujourd'hui donc en cours de présentation auprès de la filière pour ce que nous faisons ce soir et ce qui se fait. À titre privé, tous les laboratoires aujourd'hui ont la faculté d'utiliser ces minimis dans leur présentation de résultats. C'est ce que, par exemple, je fais en ce qui me concerne. Pour ce qui concerne les administrations, des discussions et des présentations vont se faire dans 2 semaines, pas plus tard. Hein, nous allons en discuter avec la répression des fraudes. Et je vois aussi qu'on discutait un petit peu autour de la question internationale. Alors, ce sujet a été présenté, mis à l'ordre du jour de la sous-commission méthode d'analyse de l'OIV pas plus tard qu'il y a 2 semaines, puisque nous avons tenu les sessions en visioconférence. Et donc, le sujet a été présenté, non pas pour l'instant dans un avenir à court terme de définition réglementaire des minimis, mais déjà pour présenter le concept. Parce que c'est vrai que c'est une certaine rupture, une certaine innovation dans la conception même d'un résultat d'analyse à laquelle on n'est pas tout à fait habitué. Donc aujourd'hui, le minimis est surtout fait pour une utilisation, on va dire, à titre de certification tierce partie, qui seront pourquoi pas les vins sans résidus. On a évidemment invité les organismes de certification bio à participer au groupe de travail de minimis et les discussions avec eux doivent avancer parce qu'eux-mêmes finalement utilisent des minimis sans le savoir, qui sont les 10 ppb. Par contre, ce qui est important de bien préciser, c'est que dans un schéma de certification, il y a un cahier des charges ou une réglementation qui est définie et l'organisme certificateur vient faire du travail pour confirmer qu'un opérateur est conforme à ces exigences. Ce n'est pas au certificateur de définir les exigences. Et je pourrais faire remarquer à la filière
que nous sommes ici ce soir réunis, que les valeurs limites sur les valeurs phyto qui ont été définies ont été définies par les organismes de certification alors qu'ils auraient dû être définis par la filière et par l'expertise propre de la filière. Il y a là quelque chose qui ne correspond pas nécessairement à une organisation classique d'un système de certification. L'organisme de certification n'est pas là pour créer les règles lui-même, sinon ça pose des problèmes. On ne peut pas être le législateur et le contrôleur. Il y a une séparation des pouvoirs, c'est essentiel. Alors effectivement, beaucoup de questions tournent autour aussi de cette reconnaissance des minimis au niveau européen et international. Mathieu, vous venez quand même d'évoquer ça auprès de la certification et de l'OIV. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait s'il y a une avancée quand même sur ce domaine, d'une reconnaissance internationale et européenne? Alors, il faudra du temps. Il faudra du temps. Déjà, que notre filière puisse accueillir de façon consensuelle, que les laboratoires, puis que la filière puisse trouver le consensus nécessaire. Je pense que sur le principe, les consensus sont là. Il va y avoir un deuxième round pour améliorer la définition des minimis à travers une méthodologie statistique qui devrait être incontestable. Et c'est ça aujourd'hui le travail que nous faisons dans le groupe de travail qui est essentiel. En discutant à l'OIV, on se rend compte qu'en Australie, ils se posent exactement les mêmes questions et de la méthodologie de définition, et ça c'est un point important. Magali a présenté vraiment une méthodologie basée sur l'expertise. Elle doit être renforcée aussi par une méthodologie d'analyse statistique robuste et reproductible nécessaire. Donc, il y aura encore un petit peu de temps avant, mais ça dépendra aussi de la filière et de la façon dont les différents acteurs accueilleront, accompagneront ces éléments. Ce n'est pas forcément qu'au laboratoire de le faire. Les laboratoires ont imaginé avec l'IFEV ce principe de minimis, pas dans l'intérêt des laboratoires. Ça ne change rien à la façon de pratiquer l'analyse, mais dans l'intérêt de la filière, et c'est un point important, et c'est à un moment donné la filière qui pourra s'approprier de la notion des minimis pour la faire valoir auprès des instances. Autre question, et ce sera peut-être la dernière. On a beaucoup de personnes présentes ce soir qui sont aussi issues des filières, d'autres filières agricoles, notamment de fruits et légumes. Et une personne demande si cette démarche des minimis a été présentée à d'autres filières agricoles et aux autorités, notamment à l'ANSES. Alors, pour l'instant, non. Oui, voilà. Vas-y, Mathieu. Je fais une petite réponse et je te laisse, Magali. Pour l'instant, non. À l'ANSES non plus. Et je rappelle que dans notre, ce n'est pas une question aujourd'hui sanitaire, hein, la question du minimis, même si à un moment donné l'ANSES pourra s'intéresser le cas échéant à ces sujets. Pour l'instant, on discute dans notre filière du vin. Si cette démarche devient est copiée par d'autres filières agroalimentaires, on en sera plus que ravis. Oui, et moi je préciserai quand même que c'est quand même une problématique plus liée aux produits transformés comme le vin, parce que les produits frais, dont les fruits et légumes ou même le raisin pour nous, hein, nous avons moins ce problème d'identifier des valeurs très très faibles qui sont à la limite presque de la signification. Parce que c'est le produit frais qui a été traité. Et quand il a été traité, on trouve des résidus en quantité qui ne permettent pas de douter. Dans le vin, il y a plusieurs processus qui entrent en jeu. Il y a la transformation, il y a le fait que certaines molécules sont éliminées pendant la fermentation, d'autres non. Le fait qu'on a des assemblages, donc on dilue aussi. Et donc, voilà, il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu qui font qu'il nous manque un critère analytique qui ne manque pas forcément dans la filière, je dirais, de fruits frais. Alors bon, à vérifier parce que je ne connais pas exactement, enfin je connais pas très bien cette filière, je ne sais pas s'ils rencontrent des problèmes du même type que nous, mais c'est vrai que dans la filière vin, c'était essentiellement parce qu'on n'avait pas
toujours l'explication sur des teneurs alors que les molécules n'avaient pas été appliquées, que les exploitations nous certifiaient qu'elles n'avaient pas appliqué la molécule, que nous nous sommes intéressés à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que c'est bien répondu, Magali. Oui, je t'en remercie. Bon, il y a beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les prendre. Et puis, bon, on s'était fixé quand même un certain horaire. Je pense que de maintenant, on peut peut-être arrêter cette discussion. Si vous semblez, est-ce que vous voulez encore une question? C'est pour vous, Magali et Mathieu, si vous souhaitez. On peut encore prendre une question ou alors s'arrêter là. J'ai une question notamment sur… Bon, beaucoup de gens vous remercient de cette présentation qu'ils ont trouvée vraiment très intéressante et très claire surtout. Une dernière question. Merci. En pratique, pour le laboratoire qui applique les minimis, comment cela sera retranscrit sur le rapport d'analyse? Ça sera une ligne à 0 si la valeur est en dessous du minimis? Alors, j'en ai un petit peu parlé dans une diapo. L'idée, non, on ne veut surtout pas propager l'idée que le zéro analytique existerait, puisqu'il n'existe pas. On veut plutôt propager cette idée que le zéro analytique n'existe pas, donc on ne va pas se mettre à écrire des zéros sur les rapports d'analyse. L'idée serait d'écrire inférieur à minimis, sauf que aujourd'hui, vous faites partie aujourd'hui d'un certain nombre de gens qui maintenant savent de ce dont il s'agit. C'est pas encore la majorité des opérateurs. Donc, ça sera à terme inférieur à minimis, forcément. Et aujourd'hui, ça serait non significatif, non signifiant. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour vos 2 présentations sur ce sujet passionnant. C'est ce qu'ont dit beaucoup d'internautes qui ont suivi ce webinaire.